Les éditions de La Loupe, spécialistes des livres en gros caractères, vous apportent un confort de lecture avec une sélection rigoureuse parmi les nouveautés littéraires. Romans, témoignages, essais, aventures, le fonds éditorial compte plus de 700 titres. Renseignements et informations au 04 78 47 27 02 et sur internet éditionsdelaloupe.com. Les éditions de La Loupe vous proposent l'émission Nous avons lu pour vous. Bienvenue à tous et à toutes dans votre émission, aujourd'hui animée par Jérôme et Chantal. Nous avons choisi de vous présenter 3 livres. Adieu Souleymane, itinéraire d'un imam salafiste de Bruno Guillot, paru en 2025 aux éditions Nour al-Alam. La virtuose de Harriet Constable, paru en 2025 chez Albin Michel. Et enfin Taïwan, Survivre libre de Pierre-Antoine Donnet, aux éditions Nevikata en 2025. À toi, Jérôme. L'ouvrage que je vous présente, intitulé Adieu Souleymane, est paru en août 2025 aux éditions Nour al-Alam, qui signifie Lumière du monde en arabe. Il s'agit d'un témoignage. L'auteur Bruno Guillot écrit son premier livre et sans doute l'unique. Son parcours est celui d'un salafiste qui prend le nom de Souleymane, qui signifie homme de paix, lors de sa conversion à l'islam. Il écrit son nom d'emprunt, ce qui est rare et courageux, lorsqu'il devient un apostat avec sa conversion finale à toute fin du livre. Bruno Guillot est issu d'une famille française habitant dans la région de Charleroi en Belgique, de tradition catholique. Mais il ne se sent pas à l'aise chez lui, son père le néglige et le rebute. Il est couvert d'eczéma, il se sent rejeté à l'école et à son club de foot. Ce sont des échecs, des blessures, en un mot, une misère affective. Il cherche un équilibre qu'il trouve dans la famille de camarades musulmans convaincus qui l'amènent à la mosquée où il n'est pas jugé, enfin. De fil en aiguille, Bruno se convertit à l'islam à 15 ans. Il restera musulman jusqu'à l'âge de 32 ans. Dans cet espace de temps, Souleymane offre un témoignage rare sur les coulisses du salafisme, cette branche de l'islam radical qui prône de revenir aux origines du temps du prophète. Il en décrit les réalités et sa volonté d'expansion en Europe. Ainsi, le salafiste a l'obligation de vivre en compagnie d'autres musulmans. Il a même l'interdiction de vivre en présence de mécréants. Je cite, « C'est pourquoi il n'est pas rare de trouver à Birmingham, au Royaume-Uni, à Aubervilliers, en région parisienne, à Vénissieux, à Lyon, et dans les quartiers nord de Marseille, des rues et des immeubles habités presque exclusivement par des salafistes. » Il ajoute que le but officiel de l'Arabie saoudite est de propager le salafisme dans le monde entier. Souleymane, motivé pour progresser dans sa formation pour être un bon musulman, veut pouvoir lire et écrire l'arabe, la langue du Coran. C'est pour cela qu'il se rend en Égypte, puis en Arabie saoudite, à l'Université islamique de Médine. Il devient un érudit influent, capable de réciter le Coran par cœur et parvient à convertir des centaines de chrétiens à l'islam. Souleymane est-il vraiment radicalisé ? Oui et non. Il reste fidèle à ses origines françaises, à l'histoire de France qu'il aime tant. Ses frères convertis le lui reprochent. Il est partagé. Et puis, contre toute attente, des doutes commencent à l'assaillir à partir de 2013 à 27 ans. Il échappe à la mort lors d'une bousculade au pèlerinage à la Mecque. Des Saoudiens demandent sa fille de 8 ans en mariage car le prophète avait épousé Aïcha à 9 ans. Il assiste aux horreurs de la charia. On coupe un bras, on coupe la tête, au cri de « Allah Akbar ». Surtout, il apprend que son père, atteint d'un cancer au cerveau, parle de Jésus. Celui-ci s'est converti au Christ, est dans la joie et demande pardon à son fils, qui en est ébranlé. Est-ce donc le début de sa conversion au christianisme ? Pas encore. Souleymane veut rester en terre d'islam, à Tanger, où il est un professeur d'arabe en vue. Mais il est expulsé du Maroc lors des attentats de Bruxelles, dont il connaît d'ailleurs les responsables. À Charleroi, il découvre que le Coran professe que Jésus n'est pas mort, que c'est quelqu'un d'autre qui a été crucifié. C'est fini, il ne croit plus à l'islam, il devient chrétien de langue arabe. Cet ouvrage fournit les clés pour comprendre et prévenir la radicalisation des jeunes.
En effet, elle se produit essentiellement sur Internet, ce qui fut le cas de Bruno et de sa femme Tania. Il écrit « Nous étions deux adolescents paumés, qui ont tenté de grandir plus vite, plus loin, plus haut que les autres, en embrassant une religion qui se révélerait sans concession. Il est très facile de se convertir à l'islam, de se marier, de divorcer, mais apostasier mérite la mort. Bruno sera en butte aux menaces quotidiennes. » En conclusion, ce livre est un véritable outil pour comprendre les rouages de l'islam radical et prévenir sa progression en France. Mais il est aussi religieux. Les références au Coran, sourates, versiers et au Nouveau Testament sont constantes. Bruno Guillot parsème son ouvrage de chapitres « Enseignement » qui nous renseigne sur des points précis de l'islam. C'est ce qui fait toute l'originalité de ce livre, par ailleurs bien écrit. Changement de ton à présent, puisque c'est à la musique que nous allons nous intéresser avec le roman La Virtuose de Harriet Constable, paru en 2025 chez Albin Michel. Cet ouvrage est le premier roman de son auteur, une jeune journaliste anglaise, musicienne amateur, dont la mère est pianiste, ce qui explique son goût pour un thème musical. La Virtuose se situe à Venise, la Sérénissime, au XVIIIe siècle, et démarre par un drame, celui d'une jeune prostituée obligée de se séparer de l'enfant qu'elle vient de mettre au monde, sans argent pour la faire vivre. Cet enfant, elle la passe dans un trou laissé libre à cet effet dans le mur de l'Ospedale della Pietà, un hospice orphelinat recueillant les bébés-filles les plus abandonnées, leur donnant la chance de recevoir une éducation, une instruction, des savoir-faire comme la broderie ou la musique. C'est le cas de notre héroïne, Anna Maria della Pietà, une femme qui a véritablement vécu, connue aussi sous le nom de Maria dal Violin, mais dont en réalité on ne sait pas grand-chose. Cet enfant, au talent de violoniste précoce et prodigieux, devient l'élève d'Antonio Vivaldi. Très vite, son ambition la pousse à gravir les échelons pour appartenir au Figlie di Coro à la Pietà, réputé comme le meilleur orchestre d'Italie, puis comme premier violon, maestro et même maître de musique. Pour réussir ainsi, il lui faut une dose phénoménale de travail, mais aussi de détermination, voire une ambition démesurée. Pouvez-vous nous parler davantage de cette institution qu'est la Pietà ? Les jeunes orphelines de la Pietà arrivent à la pouponnière surchargées et malodorantes, où un trop petit nombre de sœurs s'occupent de tous ces enfants, des sœurs parfois bien revêches, qui, quand les petites filles grandissent, ne leur ménagent pas les corvées, mais leur permettent d'atteindre, pour les plus talentueuses, la chance de gagner leur vie, ce qui en fait des femmes très modernes pour le XVIIIe, même si, par ailleurs, elles vivent très cloîtrées comme des religieuses. Ces enfants, puis ces jeunes filles, connaissent de dures jalousies entre elles, mais aussi de profondes amitiés les liant à vie, quand la compétition ne les pousse pas à des coups peu sympathiques, voire à trahir cette amitié. Elles savent aussi que si elles sont écartées des meilleures places, on viendra les chercher à la Pietà pour les marier de force, parfois de vieux barbons. Pourtant, certains hommes ont un peu peur de ces jeunes filles qu'ils jugent trop intelligentes, ce qui égratigne leur vanité. D'ailleurs, en cette Venise du XVIIIe, même si une élève est talentueuse, voire virtuose, devenir compositrice n'est qu'un rêve, car on reste malgré tout dans une société où certaines prérogatives demeurent exclusivement masculines. Au passage, l'auteur n'hésite pas à évoquer à 2 reprises dans ce roman un point pas si fréquent, la volonté de laisser vivre un enfant non désiré. On peut s'en féliciter. Sur la musique proprement dite, quels éléments ? La musique, vue par Anna Maria della Pietà, c'est un travail soutenu, acharné, mais aussi une passion qui, selon elle, mérite tous les prix à payer. Ce sont aussi les couleurs et les images que son interprète voit dans sa tête et traduit en notes. C'est encore une visite chez le luthier, l'enchantement des auditeurs, aussi bien la haute société au cours de concerts que l'homme de la rue qui entend parfois une répétition par les fenêtres ouvertes de ce conservatoire. La musique, c'est ici surtout Vivaldi, dont on ne prononce que très peu le nom, virtuose qui innove en introduisant de nouvelles techniques travaillées avec ses élèves, comme notre héroïne, mais au caractère sombre et difficile. D'autres éléments à propos de Venise ?
À travers La Virtuose, on est amené à se promener dans la Venise baroque, dans les riches palais des puissants, mais aussi des quartiers plus simples et même d'infâmes bouges, des malheurs insondables, la misère totale. Le grand écart est d'autant plus difficile à supporter que ces jeunes filles ont été malgré tout préservées du pire. Un chapitre nous emmène aussi sur l'île de Burano où le travail des dentelières nous est exposé, difficile et sévère, mais produisant un enchantement des yeux. La Virtuose, c'est un roman bien écrit, poétique et mélodieux dans ses évocations musicales, mais parfois dur face à ses rivalités ou la vie sordide des bas-fonds. Je vous présente un court ouvrage d'une centaine de pages intitulé « Taïwan, survivre libre » du journaliste Pierre-Antoine Donnet, paru aux éditions Nevikata en novembre 2025 dans la collection Âme des peuples. L'auteur est un expert du monde chinois reconnu. Il s'agit ici de son 6e ouvrage. Pierre-Antoine Donnet a une profonde affection pour Taïwan, où il a mis les pieds pour la première fois en 1979 à 25 ans. Il partage avec émotion son témoignage personnel. Il nous fait découvrir l'île sous toutes ses dimensions, géographiques, historiques, sociales, culturelles et religieuses. Retenons que c'est une île de la taille de la Belgique, s'appuyant sur une chaîne montagneuse recouvrant les 2/3 du territoire, avec 268 sommets à plus de 3000 mètres, une population de 23 millions d'habitants, à mettre en regard avec le 1,5 milliard du continent, Lilliput face à Goliath, fait remarquer l'auteur. Celui-ci évoque également la loi de la géopolitique, celle dictée par le détroit de Formose, large de 120 km au plus court, parcouru par toutes les marines du monde. Les îles méridionales du Japon en sont situées à 100 km au nord-est. Pierre-Antoine Donnet nous parle du peuple taïwanais et de son identité singulière, forgée par les turpitudes d'une histoire mouvementée. Notre véritable identité repose sur notre histoire, insiste Ka Shi-ming, l'un des historiens les plus respectés de Taïwan, interviewé dans le livre. Taïwan est passé d'une dictature sans pitié dans les années 1950 à une solide démocratie dans les années 1990. On peut même dire qu'aujourd'hui, la véritable identité taïwanaise est indissociable du parcours démocratique de l'île durant ces 30 dernières années, en opposition totale avec l'évolution politique autoritaire de la Chine, dirigée depuis 2012 par l'autocrate Xi Jinping, qui menace Taïwan d'annexion. La démocratie taïwanaise est devenue un modèle, y compris pour les peuples asiatiques ou de langue chinoise. Elle affiche l'un des taux les plus élevés de participation du monde. Cependant, le temps de cette démocratie est compté. Ce pari n'est en effet pas gagné, car, pris en étau entre une volonté d'aller de l'avant sans provoquer Pékin et conserver la confiance d'une jeunesse avide de changement, les autorités sont sur une ligne de crête. En conclusion, cet ouvrage permet d'une manière facile à lire de prendre connaissance d'une région qui nous est peu familière par un amoureux de Taïwan. Nous vous souhaitons bonne lecture avec ces 3 ouvrages dont je vous rappelle les titres: Adieu Suleiman, itinéraire d'un imam salafiste de Bruno Guillot, La Virtuose de Harriet Constable et Taïwan, survivre libre de Pierre-Antoine Donnet. À bientôt. Les éditions de La Loupe vous ont présenté Nous avons lu pour vous.